Quatrième, avant-dernière petite leçon de ville de cette année, de cette saison 2014, avec ce soir, comme d'habitude, deux interventions, une leçon introductive avec un philosophe, ça a été notre choix pour l'année. Il s'agit de, je reprends votre fiche, de Christian Ruby, qui est docteur en philosophie, qui est enseignant, qui est également très investi dans le monde de l'édition, c'est-à-dire que des ouvrages ou collectifs ou singuliers de Christian sont en vente, enfin se trouvent dans les bonnes librairies. Et Christian, vous êtes également membre d'un comité qui est comité scientifique de l'Institut pour l'art et la ville. Alors vous nous direz dans un instant que c'est un sujet qui ne vous a jamais lâché. Et en bon prof que vous êtes, vous allez donner votre plan. Et puis je voudrais vous présenter la seconde intervenante. Alors il s'agit, et là aussi nous sommes fidèles au travail que nous faisons avec vous depuis maintenant plusieurs années, de quelqu'un qui va vous donner un peu le pouls du terrain. Et ce terrain, ce soir, c'est l'espace public parisien, c'est-à-dire la ville que nous arpentons avec plaisir, souvent, violence parfois et agacement aussi. Et Barbara est diplômée de l'Institut d'études politiques de Strasbourg et de l'Université Lumière, c'est-à-dire que vous aussi les images vous connaissez, et vous êtes en charge à la ville du département de l'art dans la ville, et des arts plastiques dans l'espace public. Alors, première question à Christian Ruby. Et c'est vrai, cher Christian, quand on suit un peu votre parcours et a évoqué toutes les fonctions qui sont les vôtres, on voit bien que l'essentiel de votre recherche et de votre enseignement porte sur la mise en relation de l'art public et de la culture urbaine, au profit d'un passant que vous aimez bien nommer spectateur. Alors d'abord, peut-être nous dire pourquoi ce sujet ne vous lâche pas, et je le disais il y a un instant, en bon prof, quel est le plan que vous nous soumettez? Bonsoir. Vous voudrez bien d'abord excuser des faiblesses de voix qui sont dues à des variations de température qui ont de redoutables incidences sur ma manière de parler. Donc s'il manque des syllabes, vous essayerez de suivre un peu et de compléter au besoin. Alors merci Sylvie de m'avoir invité, de l'invitation. Merci à vous d'accepter de m'écouter et de nous écouter. Juste pour répondre immédiatement à la question que Sylvie vient de me poser, grosso modo, mon cheminement est celui de la philosophie politique. Or, qui dit philosophie politique dit évidemment rencontre de la notion de public. Je repréciserai après, mais vous sentez immédiatement que public, c'est un terme qui a des significations différentes. Aussi bien on va de public payé sur des fonds publics jusqu'à public, le public, c'est-à-dire les personnes qu'on peut avoir en face de nous à certains moments. Nous, par exemple. Exactement. Merci. Et donc, partant de la philosophie politique, à un moment ou à un autre, j'ai rencontré les questions d'esthétique, de rapport de la politique et de l'esthétique, et à l'intérieur de ce champ, pour être bref, bien sûr, la question de l'art et de l'art public, plus de l'art public que de l'art dans la ville, bon, pour des raisons de champ de travail, parce qu'on ne peut pas avoir des champs de travail qui sont extraordinairement vastes si on veut être sérieux, donc il fallait restreindre, et j'ai restreint mon travail à l'art public, c'est-à-dire à l'art qui est payé sur des fonds publics, et pas forcément l'art qui est mis en public, mais je vais évidemment jouer sur la notion de public parce que sinon ce ne serait pas drôle et ça donnera justement à réfléchir à un certain nombre de... Vous n'allez pas nous perdre? Certainement pas, ou dans une promenade dans Paris, pourquoi pas. Et donc pour terminer avec ce point, c'est vrai que ce qui m'intéresse beaucoup, c'est la relation des personnes aux œuvres. En l'occurrence, donc, quand il s'agit d'œuvres, disons, d'art mis en public pour élargir, la transformation que l'œuvre tente du passant en un spectateur. C'est-à-dire que tout le monde est passé devant des milliers d'œuvres pendant des années, parfois sans les voir, parfois en s'arrêtant, etc. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est ce moment où tout d'un coup, justement, on s'arrête, on regarde, il se passe quelque chose d'autre, et le passant devient autre face ou en rapport avec l'œuvre d'art. Voilà, ça c'est pour situer à peu près le champ général de mon travail.
il s'avère que sur cette base, j'ai eu l'occasion de travailler à Bruxelles sur les questions de CAUE de Bruxelles, mais aussi autour de Paul Ardenne et des questions d'art public, et aussi avec Christian Bernard, mais je suppose que vous allez en parler, autour des questions du tramway et des œuvres qui sont déposées autour des travaux du tramway de Paris. Bien. Merci. Mais j'ai assez parlé de moi maintenant. Voilà, alors première question, Christian Ruby. Que faut-il entendre par public dans art public? Quel sens donnez-vous à ce mot de public? Alors, je vais peut-être commencer par préciser simplement l'axe que j'ai choisi, parce qu'on peut choisir des milliers d'axes pour entrer évidemment dans toutes ces questions, et ce qui est intéressant, c'est d'être plusieurs pour développer plusieurs types d'axes. En l'occurrence, moi j'en ai choisi un seul, qui techniquement convient à mes travaux, c'est le suivant. C'est que parfois, on se trouve tout d'un coup, par hasard, devant une œuvre, et on peut passer à côté d'elle, on peut se poser des questions, mais ce qui m'intéresse, c'est que finalement, on s'aperçoit très très vite qu'il faut absolument réinsérer chaque œuvre d'art public dans un contexte qui est beaucoup plus large. Et ce contexte, je vais l'élargir au maximum en précisant que ce contexte, ça peut être la ville elle-même, Paris, choisi par souvent des œuvres un peu différentes que telle ou telle autre ville. Donc on a tout un registre d'analyse possible, par différence aussi avec notre quotidien. C'est vrai que les œuvres d'art public, tout d'un coup, nous arrêtent parfois dans notre trajectoire quotidienne quand il faut courir après le bus, après le métro pour aller travailler. Il faut élargir aussi cette question des œuvres à notre rapport au travail, à notre rapport à la circulation, et bien évidemment aussi aux politiques urbaines, aux politiques culturelles ou aux politiques en général. Je vais essayer de poser à propos de la notion de public un certain nombre de questions effectivement tout à l'heure. Ceci juste pour préciser que l'essentiel, en tout cas relativement à mes travaux, et encore une fois c'est très bien que nous soyons plusieurs et que nous abordions les choses de façon extrêmement différente, l'essentiel relativement à mon travail, c'est que dans une œuvre publique, ce qui me paraît moins important, c'est la conception qu'elle développe de la spectatrice ou du spectateur. Il n'y a pas d'œuvre qui ne contienne pas en elle-même, implicitement ou explicitement bien sûr, il ne s'agit pas d'un problème de séduction de la part de l'artiste, c'est un tout autre registre que je suis en train d'analyser. Ce qui est intéressant, c'est le spectateur, la spectatrice, que l'œuvre conçoit, qu'elle met en jeu, qu'elle met en œuvre là, sous nos pas, devant nous, et qui parfois provoque l'arrêt et des questions. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? De quoi s'agit-il? D'où cela vient-il? Etc. Autrement dit, ce que je veux soulever comme question, c'est essayer d'analyser les excitations, finalement, les impressions sensibles que les œuvres provoquent sur nous, sur les passantes et les passants que nous sommes, et la possibilité de devenir des spectatrices et des spectateurs, ce qui permet d'une certaine façon, de m'apercevoir que la politique, mais au sens large du terme, la cité est toujours impliquée dans cette question des œuvres. Alors, à partir Par de là, exemple, il vous est arrivé à vous de tomber en arrêt devant une œuvre Certainement, et de m'interroger longuement. On en a une juste en face de nous, tout le monde ici est passé sur le square qui est là devant moi. Tout le monde a remarqué l'œuvre de Ipouste-Guy, et on ne peut pas ne pas s'arrêter devant la phrase « l'homme aux semelles devant » sans réciter Rimbaud et sans s'apercevoir que Ipouste-Guy joue sur le vers, puisque c'est devant D-E plus loin V-E-N-T, et là c'est devant D-E-V-A-N-T. Voilà, et c'est source évidemment de réflexions extrêmement importantes qui permettent d'enchaîner un certain nombre de choses et de faire un certain nombre d'analyses. Ce qui veut dire, pour terminer avec mon axe de travail, ce qui veut dire ceci, que il y a un enjeu autour de toutes ces questions d'art public. Voilà, je voudrais le citer, peut-être que je conclurai par là. Cet enjeu, c'est que l'art, finalement, on s'aperçoit que l'art figuratif, aujourd'hui, notamment à la lumière des œuvres d'art contemporain, dont on parlera tout à l'heure, l'art figuratif n'est évidemment pas le seul à pouvoir faire monument. Même si cela provoque des réactions de désagrément d'un certain nombre de personnes, des articles vengeurs dans la presse, des diatribes terribles sur « mon Dieu, cette œuvre est désastreuse, désagréable, etc. » Enlevez-moi cette œuvre. Même si ce genre de réaction se trouve un peu partout, il me paraît très très important de comprendre aujourd'hui que l'œuvre d'art figuratif n'est pas la seule à pouvoir faire monument, surtout si on accepte de prendre le parti qui est le mien, de se questionner plutôt que d'essayer de viser des transmissions quelconques auxquelles notre société aujourd'hui a l'air de sacrifier de façon un tout petit peu curieuse.
Donc, je terminerai évidemment sur ce plan-là. Mais alors, du coup, je vais développer 5 points, si vous voulez, très brièvement, pour brosser un panorama général et tourner autour d'un certain nombre d'éléments. Ces 5 points sont les suivants. M'interroger sur la notion de public dans art public, très, très brièvement, brosser 2 ou 3 choses autour de ce point. Et puis, si ma voix tient aussi, ça, c'est un autre problème. Le deuxième point, essayer d'analyser les rapports entre l'œuvre d'art public et la littérature. Alors, au passage, j'aurais pu prendre le cinéma, la photographie, tout le monde connaît Brassailles, etc. Le cinéma, c'est beaucoup plus rare, Romer parfois, quelques films, etc. Mais donc, j'ai choisi la littérature, puisque c'est une tradition plus grande et une continuité plus grande, mais je pense qu'il y a des choses à dire. En troisième point, faire une parenthèse sur la question strictement esthétique par rapport à l'œuvre d'art public. En quatrième point, vous faire part d'une enquête sociologique qui a été publiée relativement récemment sur le design urbain. Voilà, le design urbain autour de la place Voltaire. Bon, c'est pas tout à fait ici, mais c'était un exemple d'un type de recherche. Et terminer avec quelques considérations sur l'art et l'histoire de l'art, dans la mesure où justement, je pense qu'il est très très important de faire la distinction entre l'art classique, l'art moderne et l'art contemporain en matière d'art public, parce que les enjeux ne sont pas les mêmes, indépendamment évidemment des goûts des uns et des autres ou des dégoûts des uns et des autres, puisque j'aurai l'occasion d'évoquer un certain nombre de choses. Alors en premier point, public. Voilà, pour en répondre à la question, public. Ce qui m'intéresse dans nos promenades urbaines, tout le monde ici en a fait, soit par obligation, soit par volonté, par envie, par désir. Dans ces promenades urbaines, ce qui m'intéresse, c'est justement que on y recueille un certain nombre d'impressions sensibles qui ne peuvent pas ne pas nous obliger à nous arrêter, à nous poser un certain nombre de questions. Ces impressions sensibles sont éminemment diverses. Alors il y a par exemple, j'ai un petit répertoire rapide, il y a des impressions fournies par l'œuvre. L'œuvre est en hauteur, ou l'œuvre est à plat, ou l'œuvre est énorme, bouche la circulation, ou l'œuvre est au contraire filiforme. Et donc voilà, je ne peux pas ne pas être sensible à ces impressions que me font les œuvres d'art, en l'occurrence public pour moi, mais on peut très largement ouvrir la discussion. Et puis il y a des impressions formées par les emplacements de dépôt. En l'occurrence, nous venons de constater que la carte que nous avions fournie avec des repérages d'œuvres dans Paris est une carte très centrée sur l'est de Paris et qu'on a complètement occulté des possibilités de référence sur l'ouest de Paris. Bon, c'est un jeu d'humour, ça n'a pas d'incidence politique particulière. Ça sera réparé. Voilà, nous en reparlerons dans la discussion. Troisième type d'impression sensible, les impressions formées par les emplacements de dépôt, bien sûr, emplacement dans un parc, emplacement sur une place publique, emplacement au milieu d'un carrefour, emplacement, etc. Et je pense que tout le monde est éminemment sensible à ces impressions données par les emplacements, ou encore des impressions suscitées par le fait que l'œuvre est pérenne ou que l'œuvre est éphémère. Et bien sûr, les impressions sont très différentes. Un Malte Martin a déposé il y a quelques mois ou années une œuvre très éphémère, elle a été enlevée, etc. Il y a les œuvres disparues aussi, on en parlera peut-être. La pauvre Clara de Richard Serra, qui a fini par être retrouvée au fin fond d'un hangar. Bon. On pourra revenir sur toutes ces questions-là, mais on ne peut pas ne pas être sensible à ces impressions, voilà, à un certain nombre de choses qui se passent. Alors vous partez du principe qu'on les voit, ces œuvres-là, alors. On ne passe pas sans les voir. On peut passer sans les voir, mais on sent bien qu'elles sont là. Ah, on les sent. Ne serait-ce que parce que souvent, elles sont sur une trajectoire et qu'on est obligé de faire un déplacement. En fait, le problème de l'art, c'est d'abord le problème des pieds, mais si vous êtes des piétons de Paris, vous savez ce que c'est que les pieds. Et c'est très important, au lieu de croire que l'art, c'est d'abord l'esprit ou je sais pas la spiritualité, il faut comprendre fondamentalement ce sont de bonnes chaussures. Voilà, absolument, qu'il va avoir de bonnes chaussures pour savoir ce que sont les arts, les expositions, etc., parcourir le monde avec ces chaussures. Alors, ces impressions, si vous voulez, elles m'intéressent parce qu'elles signalent des partages. Voilà. Et là, je vais revenir sur le public. Elles signalent des partages, c'est-à-dire que des œuvres sont à tel endroit et pas à tel autre, des œuvres sont en hauteur et pas à plat, des œuvres sont, etc. Ce sont des partages de l'espace, des partages de la sensibilité, dans lesquels on peut lire les choses suivantes, pour, là encore, dresser un petit panorama. On peut lire la différence entre la ville et la campagne, mais on peut lire à l'intérieur de la ville la différence entre la
nature et la culture, il y a le jardin, il y a les jardins et il y a les routes, le bitume, le béton, etc. Il y a effectivement des quartiers dits bourgeois, des quartiers dits plus populaires et la répartition des œuvres n'est pas du tout la même dans chacun de ces quartiers. Il y a aussi des partages entre culture au singulier et culture au pluriel et la question des œuvres portant des messages du monde entier et référant à des problèmes fondamentaux antiracistes et autres, elles sont relativement rares, même si désormais on a quelques œuvres consacrées à l'esclavage, dont 2 dans Paris et dans des parcs de Paris qui sont évidemment fondamentales, mais ce sont des partages et des partages enfin sur les valeurs morales, mais aussi les valeurs politiques, donc l'esclavage en particulier c'en est un. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que quel que soit le partage de références, ce qui est intéressant, c'est de constater que la plupart de nos contemporains, nos concitoyennes et de nos concitoyens, lorsqu'ils passent devant une œuvre, ils s'interrogent sur une œuvre, ils en arrivent à des questions fondamentalement politiques, à savoir qui a placé cette œuvre, pourquoi on a choisi cette œuvre, qui a choisi cette œuvre, quelle est la commission, si commission il y a, enfin au départ on ne le sait pas, mais c'est en fouillant qu'on arrive à savoir un certain nombre de choses. Bref, des questions qui densifient la notion de public et qui permettent de comprendre que public, c'est véritablement le problème central du commun, de la communauté que nous souhaitons former, du portrait de la communauté que nous voulons donner aux uns et aux autres. Autrement dit, il n'y a pas seulement une œuvre qui est déposée là, mais si c'est une œuvre et une œuvre d'art, quelle que soit la variété d'art, en l'occurrence, on est bien au cœur même du problème du commun, du problème du rapport entre les citoyennes et les citoyens. Donc il n'y a pas d'art public sans public qui se pose des questions. Il n'y a pas d'art public sans qu'il y ait des fonds publics qui soient dépensés et par conséquent sans que tout le public soit concerné d'une façon ou d'une autre. Voilà. Alors après, on peut diversifier évidemment les choses en s'occupant d'art, mais je terminerai par là tout à l'heure. La statuaire de la Troisième République n'a évidemment pas tout à fait le même statut que l'art public moderne, qui n'a pas tout à fait le même statut que l'art public contemporain, ou pour le dire très brièvement et finir l'ensemble de ces premiers éléments, la statuaire de la Troisième République est très uniforme, très homogène. Elle pose le problème du commun, d'ailleurs, dans une référence à l'uniforme et à l'homogène. La conception de la communauté du commun que manifeste la statuaire républicaine, Troisième République, grosso modo, parce que à Paris c'est plutôt le cas, c'est une image du commun qui n'a pas de faille, qui n'a pas de hiatus, qui n'a pas d'écart, qui est très homogène, qui est très blanche pour aller vite, qui est très européocentrée, etc. etc. Et c'est très très intéressant de s'en apercevoir. Ce qui n'est pas tout à fait le même cas que celui de l'art public moderne, qui d'ailleurs en étant non figuratif et en se délocalisant assez souvent, pose évidemment le problème du commun autrement. Et pour évoquer une troisième piste, la question de l'art public contemporain est encore plus flagrante, plus sensible, plus problématique. D'abord parce qu'effectivement, les artistes travaillent sur les failles de la Troisième République et de l'art moderne en faisant au moins des allusions à la question du commun, des fractures du commun, des écarts dans le commun, etc. Et c'est vrai que ce qui m'intéresse dans les œuvres d'art public, c'est surtout les œuvres qui se mettent qui fabrique de l'écart par rapport à un commun qui est trop habituel, trop habitué et trop eurocentré. Mais ils ne sont pas coupables de devenir art officiel, tous ces arts publics ? Alors, bon, réfléchir sur la question d'officiel ou pas officiel, moi je pense que c'est un vrai problème. Et chez les artistes, c'est un problème très compliqué, parce que l'art officiel, c'est toujours l'art de ceux qui ont été pris, alors que moi, je n'ai pas été pris. C'est très compliqué, la notion d'officiel. C'est toujours un mode de dénonciation. Maintenant qu'il y ait des instances, mais je pense que vous en parlerez, des instances de choix, d'études, de travail, etc. Moi, ça ne me paraît pas absurde dans la mesure où nous sommes dans une démocratie, que la démocratie, ce n'est pas le règne de l'arbitraire individuel en ce sens-là. Alors, voilà, bon, ça c'est un premier point sur la notion publique. Alors, on passe à la deuxième séquence de votre plan.
Et la question est toute simple, que serait cet art que vous qualifiez de public, et on l'a bien compris, sans le prolongement que lui offre la littérature, une sorte de double vie autorisée? Absolument. Dans l'ensemble de mes recherches, ce qui a fini par me frapper, c'est que les œuvres d'art public ont toujours une résonance dans d'autres arts, d'une façon ou d'une autre. Mais ce n'est pas d'ailleurs quelque chose d'inédit. Le travail artistique, l'histoire des arts nous montre qu'il y a des corrélations, des corrélations qui peuvent être des oppositions, etc. Enfin bon, des jeux de relations des arts entre eux. Et je citais tout à l'heure le cinéma, la photographie. Tout le monde connaît les photographies de Maréchal Ney, de Brassailles, enfin des choses comme ça. Simplement, je pense qu'en littérature, il y a plus de ressources et qu'en même temps, la littérature a travaillé peut-être plus longtemps sur cette question du commun et que par conséquent, le rapport entre l'art public et cette question du commun par la littérature m'a paru éminemment sensible et éminemment fructueuse. Parce que la littérature... Il n'y a pas d'histoire sans décor non plus. Sans décor dans un roman. Ah oui, oui, dans un roman, d'accord. Oui, oui. Dans la littérature, oui, bien sûr. Et non seulement ça, mais en plus, la littérature, en inscrivant telle ou telle œuvre dans la langue, permet de parler cette œuvre et permet par conséquent le tissage d'un commun ou le tissage d'écarts dans le commun qui sont évidemment fondamentaux. Alors, bon, par rapport à ça, si on veut faire un repérage relativement simple des œuvres pour lesquelles j'ai trouvé des références faciles à aborder. On peut, grosso modo, moi j'ai repéré 250 romans dans lesquels il y a des références à des œuvres. Voilà, j'ai choisi, évidemment, de ne pas vous citer 250 œuvres, ce serait absurde, mais de vous donner quelques points de repère dans l'histoire. J'ai exclu, évidemment, de mon affaire l'art royal et le commentaire littéraire de l'art royal qui existe, évidemment, dans les œuvres du XVIIe, mais comme on pose le problème du public, on n'est pas dans l'art royal, puisque j'ai redéfini public, et donc on ne peut pas confondre les deux. Si je vais très vite, l'une des choses... Bon, alors, voilà, l'art royal, vous l'avez sous le nez. Oui, vous commencez par un roi, quand même. Une œuvre d'art royal, c'est bien pour faire la différence. Une œuvre d'art royal qui a subi les commentaires éminemment développés de Diderot dans l'histoire de l'abbé Raynal ou de Voltaire. Il y a toute une querelle entre Diderot et Voltaire au XVIIIe. Voilà, c'est juste pour la montrer en contrepoint. Ce n'est pas de ça que je veux parler. Et par conséquent, quand vous réparer, c'est très important d'avoir un regard distinctif et de savoir à peu près dater les choses, regarder, les mettre en jeu, les mettre en scène finalement, parce qu'elles se mettent en scène. Et la littérature, évidemment, nous y aide grandement. Alors, comme premier commentaire littéraire, j'en ai choisi 5-6, pas plus. Comme première accession à la littérature, évidemment, Baudelaire, c'est incontournable. Hein, Baudelaire, avec toute une référence autour du rapport que le spectateur entretient à l'œuvre. Et on est bien dans le canevas que j'ai choisi, spectateur et œuvre. En l'occurrence, voilà, on va vous lire, ma collègue va vous lire un extrait d'un texte de Baudelaire. Vous traversez une grande ville vieillie dans la civilisation, une de celles qui contiennent les archives les plus importantes de la vie universelle, et vos yeux sont tirés en haut, sursum ad sidera, jusqu'aux étoiles. Car sur les places publiques, aux angles des carrefours, des personnages immobiles, plus grands que ceux qui passent à leurs pieds, vous racontent, dans un langage muet, les pompeuses légendes de la gloire, de la guerre, de la science et du martyre. Les uns montrent le ciel, où ils ont sans cesse aspiré. Les autres désignent le sol, d'où ils se sont élancés. Ils agitent ou contemplent ce qui fut la passion de leur vie et qui en est devenu l'emblème. Un outil, une épée, un livre, une torche, vitae lampada, le flambeau de la vie. Fussiez-vous le plus insouciant des hommes, le plus malheureux ou le plus vil, mendiant ou banquier, le fantôme de Pierre s'empare de vous pendant quelques minutes et vous commande, au nom du passé, de penser aux choses qui ne sont pas de la terre. Bien, je suppose que vous avez entendu justement cette question du rapport entre la hauteur, le personnage, donc le passant, comment il devient spectateur, vu du point de vue de Baudelaire, évidemment. Je trouve ça assez bien fait, assez manifeste de tout ce qu'on essaye de... Le mot de fantôme est superbe. Hein.
Absolument. Absolument. Et en plus, il cite Lucrèce au passage. Ça, c'est pour tous ceux qui voudraient ce soir relire Lucrèce. Vitae Lampada, le flambeau de la vie, c'est un extrait du De Natura Rerum de Lucrèce. Alors, il y a d'autres textes, je ne vais pas tous les citer puisque je crois que je prends trop de temps. Des textes que vous en trouvez chez Walter Benjamin, quand il compare Berlin et Paris, voilà, je passe. D'autres textes, vous en avez chez Louis Aragon, lorsqu'il commente notamment les statues des buttes de Chaumont. Vous trouvez ça dans Le Paysan de Paris, c'est assez facile d'accès, donc je vous laisse le retrouver. On en retrouve aussi chez Sartre, en l'occurrence, dans Les mots, le fameux passage qui concerne les reines de France, sur lesquelles je redirai un mot juste après. Sur les terrasses du Luxembourg, autour des reines de France, des enfants jouaient. Je m'approchais d'eux, ils me frôlaient sans me voir. Je les regardais avec des yeux de pauvres, comme ils étaient forts et rapides, comme ils étaient beaux. Devant ces héros de chair et d'os, je perdais mon intelligence prodigieuse, mon savoir universel, ma musculature athlétique, mon adresse spadacine. Je m'accotais à un arbre et j'attendais. Sur un mot du chef de la bande, brutalement jeté, « Avance, Pardaillan, c'est toi qui feras le prisonnier », j'aurais donné mes privilèges, j'aurais abandonné mes privilèges. Même un rôle muet m'eût comblé. J'aurais accepté dans l'enthousiasme de faire un blessé sur une civière, un mort. L'occasion ne m'en a pas été donnée. J'avais rencontré mes vrais juges, mes contemporains, mes pairs, et leur indifférence me condamnait. Je n'en revenais pas de me découvrir par eux, ni merveille, ni méduse, un gringalet qui n'intéressait personne. Comme quoi, sous le regard des reines de France, tout d'un coup, la réalité reprend ses droits. On se sent tout petit. Voilà, le pauvre Poulou qui s'imaginait en pardaillant, l'épée en avant, etc., se retrouve dans sa laideur épouvantable qu'il commente dans les pages suivantes. Une troisième référence, et puis on abandonnera là les ouvrages, une troisième référence à Charles Péguy, en l'occurrence, qui commente de façon extrêmement intéressante la statue de la République, pas celle de la place de la République, mais celle de la place de la Nation, la sculpture de Lalou. Le jour de l'inauguration, c'est ça qu'il commente. Il était au moins 4 heures passées. Tout cela en un seul cri, en un seul mot. Vive la République, spontanément jaillit à l'aspect du monument. Cri condensé, où l'article « là » recouvrait sa valeur démonstrative. Aussi, quand le monument se leva pour nous, clair et seul, par-dessus l'eau claire du bassin, nous n'avons pas vu les détails de ce monument, nous n'avons pas vu les détails de la place, nous n'avons pas vu les 2 anciennes colonnes du trône si libéralement attribuées par des journalistes à Charlemagne, à Philippe Auguste et à Saint-Louis. Nous avons vu le triomphe de la République et nous n'avons pas vu les moyens, les artisans de ce triomphe, les 2 lions attelés, le forgeron, Madame la Justice et les petits-enfants. La République triomphante, levée sur sa boule, s'isolait très bien de ses serviteurs et de ses servantes. Nous l'acclamions, nous la voyions seule et haute, et nous passions au pas accéléré, car il fallait que le fleuve de peuple coulât. Merci beaucoup. Merci et bravo. Hein. Je vais passer, mais on pouvait commenter aussi, pour tous ceux qui connaissent, la statue d'Étienne Dolès et Nadja d'André Breton. C'est incontournable, il y a des pages entières sur cette statue avec la pauvre Nadja, dont on sait ce qu'il en est advenu dans le roman de Breton. En revanche, pour terminer, juste, je signale une chose. La question, évidemment, se pose de savoir comment, aujourd'hui, nos écrivains d'aujourd'hui, car là, c'est tous des écrivains du passé. Quel traitement réserve-t-il à l'art contemporain? Alors là, je vous laisse chercher, trouver, etc. Je suis preneur de références, moi j'en ai trouvé un certain nombre, mais pour le plaisir de vous citer, de vous aiguiller, mais encore une fois, là, je suis loin d'avoir fouillé le terrain. Jean Rollin, par exemple, dans Zone, alors vous avez un certain nombre d'explorations de statues. Si vous lisez Michel Houellebecq, notamment dans
dans Restez vivant, vous avez un commentaire sur les 2 plateaux de Daniel Buren du côté du ministère de la Culture. Bon, voilà, vous en avez beaucoup, etc. Mais je signale aussi, parce que là, mes dernières références portent sur des écrivains contemporains qui parlent de l'art contemporain. Mais ce qui est aussi intéressant et assez typique, c'est qu'il existe des écrivains contemporains mais qui recommentent des œuvres du passé. Je pense en particulier à Jean Echenoz dans le roman qui s'appelle Caprice de reine, qui revient sur les reines de France du Luxembourg. Et ce qui est très intéressant, c'est de mettre en parallèle le livre, les mots de Sartre, donc, qui viennent d'être lus, et le Jean Echenoz, avec un autre commentaire, puisque c'est un commentaire sur 20 femmes dans le jardin du Luxembourg et dans le sens des aiguilles d'une montre. On n'est plus du tout dans le même contexte, mais c'est remarquablement intéressant. Voilà. Et Modiano, rien? J'ai pas encore tout fouillé, je me laisse le temps, faut que je meuble mes jours et mes années. Troisième point. Alors, troisième point, moi, ce que quand on a préparé votre intervention ensemble, vous avez noté les impasses des édiles réveillés par la philosophie. Alors, est-ce que c'est une formule polie pour dénoncer la sous-culture des politiques ? C'est une formule qui ne cherche pas à être polie du tout pour insulter un certain nombre de personnes qui ne font pas leur boulot d'une certaine façon. J'entends par là que je suppose que vous avez tous été frappés, et moi, mais ça me frappe très négativement du fait que les œuvres d'art public, quelles qu'elles soient, statuaires, pas statuaires, ne sont jamais accompagnées du cartouche sur lequel on a le nom de l'artiste, le nom de l'œuvre, la date, etc. Où il faut faire des pieds et des mains pour le trouver, tourner autour 20 fois, le trouver, etc., etc. Je ne veux pas être agressif avec ma voisine que je rencontre pour la première fois, donc voilà, ce n'est pas du tout une méchanceté, mais il m'est arrivé très très souvent dans des villes, y compris dans Paris, voilà, par intérêt, de téléphoner à la mairie en disant « mais attendez, il y a une œuvre là, dites-moi tout, qui est-ce, de quoi il s'agit ?» Nous, on ne sait pas. On ne sait pas. Vous faites la hiérarchie, etc. On passe de téléphone en téléphone, personne ne sait. Bon, vous allez corriger ça, évidemment, parce que je sais que depuis quelques années, bon, voilà, c'est aussi des souvenirs, mais c'est quand même assez catastrophique de s'apercevoir que des personnes donc, qui sont responsables, qui engagent des budgets, etc., finalement, ont l'air de ne même pas savoir ce qu'ils mettent en public. Et ce qui m'intéresse dans l'affaire, c'est le contrepoint. Ce pourquoi j'ai appelé cette partie esthétique, mais je vais être très très bref, c'est que justement les philosophes, et là je voudrais en nommer une, et en l'occurrence une femme, c'est pas pour rien, parce que les milieux philosophiques sont quand même encore très, très, très machos, donc autant aussi citer les femmes philosophes qui font des travaux sur ces questions-là. Catherine Groux, par exemple, qui s'est spécialisée dans le commentaire sur les questions d'art public ou d'art en public, de choses d'un point de vue phénoménologique. Catherine Groux, donc, dans un livre qui s'appelle « L'horizon du sujet », ne cesse pas de rappeler, et de rappeler aux politiques en particulier, que l'intérêt fondamental de ces œuvres que nous rencontrons d'une façon ou d'une autre, encore une fois, statuaire, pas statuaire, ça n'a pas d'importance. L'intérêt de ces œuvres, c'est que tout d'un coup, elles nous mettent en dialogue avec quelqu'un d'autre qui n'est pas nous. En un mot, elles nous sortent de nous-mêmes, elles nous obligent tout d'un coup à nous livrer à quelque chose qui n'est pas nous et à nous poser des questions et à essayer d'interroger ce qui se passe autour de nous. Encore une fois, les questions du début, par exemple, bien qui les a mises, etc. Mais ensuite, toute une série de questions esthétiques. Pourquoi ce choix esthétique? Pourquoi, que signifie le choix en question, le choix esthétique en question? Et puis finalement, qu'est-ce que c'est qu'une esthétique? Et comment est-ce que l'esthétique joue avec ma sensibilité? Et, la différence entre tourner autour, se planter devant, être face à face, bref, elle a un très très beau commentaire sur le statut du corps dans l'art public, dans la relation aux œuvres d'art public. Et une fois qu'elle a exploré cette question du corps, elle en vient, c'est le dernier aspect de son travail, mais c'est extrêmement intéressant, à l'idée selon laquelle une fois que j'ai rencontré une œuvre, je ne peux pas m'empêcher d'en parler à quelqu'un d'autre. Et par conséquent, non seulement je suis entré en relation avec l'œuvre, avec les politiques par la médiation de l'œuvre, avec d'autres œuvres, mais aussi j'entre en relation avec d'autres personnes à partir de l'œuvre, favorisées par l'œuvre, et ce rapport qui est impliqué justement à autrui, à l'autre en l'occurrence, est facteur évidemment du commun dont on parlait tout à l'heure et de la possibilité d'un public. On n'a pas besoin seulement de philosophes
dans nos villes, enfin pour mieux les comprendre, mais aussi de sociologue. Voilà. Alors, que nous dit votre amie Agnès Levitte, que vous avez citée en ouverture de cette petite leçon, qui est auteure donc du regard sur le design urbain. Que nous dit-elle de cette scène de l'urbain, scène qui peut être une comédie ou pas d'ailleurs, hein? Bien sûr. Et c'est justement l'intérêt de ces remarques. Alors, l'ouvrage en question, Regard sur le design urbain, n'est pas un grand ouvrage de sociologie et de sociologie d'art public, pas du tout. C'est un ouvrage qui porte sur le design urbain, Paris inclus, mais pas réservé à Paris. Donc moi, je vais restreindre à une toute petite chose. Au cœur de cet ouvrage, il y a 10 pages qui sont extrêmement intéressantes et qui porte sur la place Voltaire, en l'occurrence. Bon, elle a fait une étude empirique, sociologique, sur la place Voltaire, les passants sur la place Voltaire, pour essayer de voir quelle était et quelle place l'art public occupait dans la tête des passants et des passantes, et comment est-ce que l'art public avait une action dans la transformation des passants, des passantes et des passants en spectatrices et en spectateurs. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que justement, il n'y a pas de place. Voilà, c'est effectivement la question qu'on se posait tout à l'heure, parce que là, j'ai l'air, moi, de me promener dans Paris en regardant toutes les choses. Rassurez-vous, c'est pas tous les jours. Il y a des jours où on court, on voit rien du tout. Mais ce qui est intéressant dans son enquête, c'est que les 50 personnes qu'elle a interrogées n'ont rien vu du tout. Je rappelle que sur la place Voltaire, voilà, il était là, il est passé tout à l'heure, je suis passé un peu vite. Il y a cette statue, en l'occurrence, de Philippe Garrel, Léon Blum, bon, qui d'ailleurs, au passage, soyons honnêtes, a été placé très longtemps derrière un abribus. Bon, d'accord, ça c'est des problèmes de mairie, de maire, etc. Léon Blum, la gauche, la mairie, la droite, le machin, etc. Donc on planque, on cache, etc. D'accord. Ensuite, il est passé derrière un arbre, et puis tout d'un coup, finalement, maintenant, on le voit à peu près. Peu importe. En tout cas, son enquête révèle que voilà, les personnes que nous sommes, parce que bien sûr, moi je n'ai pas été interrogé, mais on se retrouve assez bien dans l'affaire, les personnes que nous sommes sont inattentives aux œuvres d'art, justement parce que les premières choses qui les préoccupent, c'est l'utilitaire. Alors, ce qui est très utile, c'est plutôt d'abord que la mairie de Paris nous mette des poteaux, je ne sais pas comment vous appelez, il y a un nom, je l'ai oublié à l'instant. Voilà, des potelets, parce que ça permet, ça empêche les voitures de se garer, etc. C'est la première préoccupation. La deuxième préoccupation, c'est les toilettes publiques. C'est très, très important. Donc, quand on interroge sur l'art public, la première question, c'est les toilettes publiques, etc. Elle a fait toute une hiérarchie. Elles peuvent être designées, hein, les toilettes publiques. Bien sûr. Hein? En l'occurrence, je ne ferai pas de commentaires sur ce qu'on nous a mis dans Paris. Ce qui est donc intéressant, c'est simplement que l'enquête n'ayant pas une grande valeur sociologique non plus, c'est aussi, elle a de l'humour. Bon, c'est de nous révéler la chose suivante, c'est que l'art public ne prend une place dans notre bouche qu'à partir du moment où nous avons les mots pour la parler. Voilà, et ça, je trouve ça fondamentalement intéressant, c'est toute la dernière partie de l'enquête, c'est que tant qu'on n'a pas les mots, finalement, on ne reconnaît pas les choses. Et donc, on passe à côté. Alors, comment faire pour améliorer la situation? Eh bien, comment faire? Prêter des mots aux choses, c'est-à-dire au lieu, alors ça c'est le versant édile puisqu'on en parlait tout à l'heure, au lieu de faire des actions sans jamais leur donner de la publicité, mais au sens du XVIIIe siècle, c'est pas la pub, c'est pas la réclame, sans en faire de la publicité, c'est-à-dire sans que les citoyens eux-mêmes se mobilisent pour que ce soit quelque chose qui devienne vivant et qui prennent une place à l'intérieur du commun qui est le nôtre, je pense que c'est un coup raté. Voilà, et je disais tout à l'heure, mais je ne vais pas insister, je faisais allusion à un travail que j'ai mené à Bruxelles, pour arriver vite, et c'est juste un trait d'humour, Bruxelles étant une ville, disons, européenne, je ne vais pas me battre là sur Strasbourg-Bruxelles, mais en tout cas, bon, eh bien, il s'avère que tous les gouvernements des 28, désormais nous sommes 28, tous les gouvernements des 28 veulent absolument qu'à Bruxelles, il y ait la statue qu'ils ont offerte à la ville de Bruxelles. Mais les horreurs. Bon, alors, les Bruxellois qui ont de l'humour ont consacré un parc entier qu'ils appellent le parc des horreurs, et donc, ils y mettent tous les cadeaux de tous les pays, etc. Alors, je ne sais pas quoi, la Pologne avec un grand, je sais pas quoi, avec un grand home, un machin, etc. En fait, tous les trucs c'est le concours de l'Eurovision hein, que vous nous décrivez. Hein. Non, mais bon, voilà, c'est très drôle, c'est très drôle, mais ça, c'est le signe même d'une indifférence qui, cette fois politiquement, bon,
est nécessaire, parce que ce n'est pas possible. Bruxelles ne peut pas se trouver, n'avoir plus que la statuaire hideuse à tous les coins de rue. Il faut du respect quand même pour les Bruxellois. À part ça, je pense que la vie publique, aujourd'hui, donc la vie parisienne, pour parler de celle-là, est effectivement indigente, et que l'indigence pèse gravement sur les œuvres d'art publiques, bien évidemment. Vous n'avez pas parlé de vandalisme? Eh bien, j'y viens. Mon dernier point. Parce qu'on approche de la fin et on l'aura compris, on va maintenant parler de l'art contemporain qui, naturellement, fait rupture avec le reste et qui a cassé les codes, hein, qui décoiffent un peu quand même dans la ville. Et art contemporain auquel vous donnez naturellement un sens politique, esthétique, enfin qui donne un sens politique, esthétique à l'espace public. Et donc, je voulais, dans un dernier temps, parler art, cette fois. Plus esthétique, ça c'est le problème du spectateur, plus politique, plus sociologie, etc. Mais parler art de 2 minutes et demie avant de céder la parole à ma collègue. En l'occurrence, ce qui est finalement intéressant dans les œuvres d'art public, c'est que si on les examine bien, et chacune, y compris dans leur histoire, parce que les œuvres d'art de la Troisième République que nous regardons aujourd'hui, nous n'en connaissons plus l'histoire. Et nous ne savons plus qu'il a fallu des batailles redoutables pour qu'elles arrivent dans l'espace public. Et que c'est extrêmement compliqué. Nous ne les prenons comme un fait acquis, mais en réalité, ça n'a jamais été acquis. Il a fallu beaucoup de temps pour que l'œuvre s'installe, pour que dans le quartier, elle prenne sens, pour que les Parisiens eux-mêmes s'y intéressent, etc., etc. Et ce que je voulais juste relever du point de vue artistique, c'est que dans la trilogie, qui est une différence entre la statuaire républicaine, les œuvres d'art moderne qui sont non figuratives, qui déplacent les lieux de l'art, et l'art contemporain qui, lui, a pour propriété d'être un art non figuratif, parfois sans objet, c'est-à-dire aussi parfois un art de l'éphémère et un art qui se contente de produire en public une sorte de secousse, en l'occurrence ici, JR au pont Louis-Philippe, une œuvre éphémère. Vous savez que c'est le problème des yeux des femmes de l'Inde qui sont dans des structures familiales extrêmement complexes, etc. Et il a fait toute une série aussi sur les femmes brésiliennes et la nécessité d'intervenir sur un certain nombre de choses concernant les femmes. Donc voilà, ces œuvres-là ne sont pas sans produire de l'écart par rapport au commun qui est le nôtre. Et je pense que c'est fondamental de s'apercevoir que l'une des grandes propriétés de l'art public, c'est l'écart, c'est la fabrication d'un écart par rapport au commun pour mieux nous interroger et pour mieux nous obliger peut-être à exercer notre fonction, notre rôle de citoyen plus vivement, avec plus de vivacité. Et ce qui m'intéresse donc dans ce que moi j'ai appelé l'art public, donc c'est très fermé comme codification, c'est encore une fois la relation au spectateur. Voilà, ça c'est mon parti pris, on peut en avoir d'autres sans problème, mais j'en ai un, c'est celui-là, la relation au spectateur. Et ce qui m'intéresse dans une œuvre, c'est la manière dont elle construit le spectateur, dont elle croit avoir besoin. Elle réussit, elle ne réussit pas, c'est un autre problème. Et comment elle construit son spectateur, comment elle le situe, comment elle l'appelle à bouger, en un mot, comment elle appelle son corps à faire quelque chose, voilà, et en même temps à s'inquiéter des autres. Deuxième commentaire, vous me posiez la question tout à l'heure de savoir ce qu'il en était des dégradations. Bon, en l'occurrence, je pense il faut faire très très attention quand on utilise dégradation. Dégradation étant un mot évidemment désignant des actes péjoratifs, bien sûr, péjorant les actes en question, et en appelant à une certaine sécurité ou je ne sais pas quoi. Moi, je ne veux pas renforcer le discours sécuritaire et le discours sur je ne sais pas quoi, la propreté de Paris. Ça, c'est un truc qui est très exaspérant. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'une dégradation comme celle de la flamme de Bartholdi au pont de l'Alma. Alors, la flamme de Bartholdi, c'est une reproduction, en un mot, c'est Diana. Ah, oui, d'accord. C'est un détournement. Bien sûr, voilà. Et il y a plus, me semble-t-il, de détournement que de dégradation dans l'art public. Et ça me paraît voilà, une chose qu'il faut remarquer et dont il faut témoigner. Bon, c'est un des paramètres possibles. Mais je voudrais donner un dernier mot, si je peux me permettre.
à destination, en l'occurrence aussi, d'une réflexion sur Paris, parce que je pense que Paris doit d'urgence rentrer dans le 21e siècle, parce que là, bon, franchement, on n'arrive pas à passer. Et d'ici peu, on aura muséifié totalement Paris. Par conséquent, ce ne sera plus que des zombies qui circulent entre des zones de béton ou de pierre préservées, comme on met les hommes préhistoriques dans un musée quelconque. Et ça, j'ai horreur de ça. Ce qui m'importe, c'est primordialement, il faut ouvrir Paris sur le futur, ça c'est urgentissime. Deuxièmement, il faut renvoyer le passant, la passante ou le passant, devenu spectatrice ou spectateur, à des exercices vivants de l'esprit de chacun, sans dépendre évidemment d'une conception pétrifiée du monument. Troisièmement, c'est ce pourquoi je disais en tout début de mon intervention, il faut absolument comprendre et montrer que le figuratif n'est pas le seul à pouvoir faire monument dans une ville. Et que des tas d'œuvres d'autres sortes peuvent faire monument. Au passage, je rappelle, c'est du latin, monument, movimentum, ça n'a rien à voir. Même de la lumière sur une façade. Oui, bien sûr. C'est une œuvre. Bien sûr. Alors après, bon, la question du goût, j'aime pas, est une toute autre question. D'ailleurs, moi, je vous ai présenté des choses, je n'ai jamais dit si j'aimais ou si j'aimais pas, c'est tout à fait indifférent. Ma subjectivité n'a rien à voir avec mon commentaire. Mais surtout, et pour terminer, et vous laisser la parole, je voudrais dire ceci, qu'à l'heure où l'époque se fait réactive, terriblement réactive, pour ne pas dire réactionnaire, à l'heure où l'on consent peut aujourd'hui avoir du nouveau et avoir des surprises, et on n'aime pas les surprises, et on dit enlevez-moi cette œuvre, elle me surprend, j'aime pas. À l'heure où tout ceci se développe, à l'heure en plus où la monstration d'une œuvre en public expose à des formes rampantes de juridicisation des rapports à l'art, j'en prends pour preuve un certain nombre de personnes qui développent des pétitions, enlevez-moi ça, qui passent les œuvres et les artistes devant les tribunaux. En témoigne la dernière affaire de Stephen Cohen. À l'heure donc de cette réaction qui se répand un peu partout, je pense que nous avons le choix ou entre le musée, à ce moment-là il faut s'y habituer, il faut prendre des bandelettes et puis devenir pharaon, je ne sais pas, enfin bon, je ne comprends pas très bien, ou effectivement, il faut tenter les essais. Il faut tenter les essais, s'ouvrir à des essais, discuter des essais, ne jamais se priver de la possibilité d'avoir un futur. Je vous remercie. Merci beaucoup.